Salut l'équipe, c'est Lovalist. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo un peu plus légère en attendant les premiers débriefs de la Coupe du Monde. Je vous propose de parler de 10 joueurs à suivre sur la compétition, ça va pas forcément être un classement, c'est juste 10 joueurs que j'aime bien, 10 joueurs que j'apprécie donc et dont j'attends beaucoup pour cette Coupe du Monde. Au passage, merci à vous, à votre engouement et à votre soutien parce que la chaîne cartonne en ce moment, c'est incroyable à vivre. Et aussi, je voudrais remercier la Boucherie Ovalie qui m'a envoyé son livre là juste avant la Coupe du Monde, donc c'est un plaisir. Donc la petite, la grande et la parfois très moyenne histoire du 15 de France. C'est drôle, c'est incisif, ça découpe, c'est tout ce qu'on aime. C'est pas du tout un placement de produit, juste ils me l'ont envoyé, donc je trouve ça sympa de le mentionner tout simplement. Donc merci la boucherie. Bon allez, on y va. Pour le premier joueur, ça tombe bien, j'en ai déjà parlé lors de ma vidéo sur les All Blacks. Il s'agit de l'ailier Mark Telea. Pour vous rendre compte un petit peu de qui on parle, sachez qu'il y a un an, les ailiers qui devaient faire la paire avec Will Jordan, c'était d'abord Sevoris, mais qui s'est blessé, ou ensuite Caleb Clark. Et on parlait aussi beaucoup de Leicester Fainga'anuku, la future recrue et pépite toulonnaise, mais quasi personne ne parlait de Mark Telea. Et en une saison, il a renversé tout le monde pour prendre le maillot. Meilleur marqueur du Super Rugby, avec des essais qui pètent le cerveau, le joueur des Auckland Blues s'est invité à la table des All Blacks pour figurer comme un incontestable. Telea m'impressionne parce qu'il sait tout faire. Il est tout bonnement injouable en attaque, ultra rapide, il sent les coups, sait surgir au bon moment pour concrétiser les actions, mais surtout, on dirait pas forcément comme ça, le gars est ultra gaillard. Essaie un peu de le prendre sur le haut du corps, bah bim, tu prends un cul ou alors tu prends minimum 15 mètres de recul dans la vue, il tient solidement sur ses appuis, distribue des raffus comme des haribots, c'est assez spectaculaire. Et en plus, il a un jeu de jambes électrique qui disperse les défenseurs qui voudraient le prendre aux chevilles. Et comme si c'était pas suffisant, le type défend rudement bien, que ce soit dans ses plaquages ou même sur les grattages. Bref, le meilleur joueur du Super Rugby cette saison a beaucoup à montrer pour concrétiser son ascension au sein des All Blacks, et je pense que ça peut être l'une des sensations de ce mondial. En seconde position maintenant, j'aimerais parler de Manny Libbok, le demi d'ouverture des Springboks. Si vous connaissez pas Manny Libbok, imaginez une sorte de Finn Russell mais un peu plus régulier et à qui on aurait filé l'explosivité et les appuis de Cheslin Kolbe. Son arrivée dans le squad des Springboks a transformé le jeu sud-africain. On est passé d'un Pollard qui joue profond, attaque peu la ligne et envoie des grandes quilles en l'air, à un Manny Libbok imprévisible, électrique et qui dynamise sa ligne de 3/4. Pour moi, c'est un joueur à suivre parce que le jeu sud-africain a commencé à changer, à se modifier depuis son arrivée au poste d'ouvreur. Bon, ça te casse toujours la gueule devant, mais par contre, derrière, il y a davantage de prise d'initiative et de jeu dans les espaces. Et j'apprécie la paire qu'il forme avec Leroux, qui intervient comme un second 10, comme on le fait avec Jalibert et Ramos, et comme les Blacks le font avec Mo'unga et Barrett. Et leur association promet de voir davantage de jeu dans les largeurs, notamment pour servir les ailiers supersoniques que sont Kolbe, Mapimpi et RNC. C'est pour moi important d'avoir un œil dessus, parce que je rappelle qu'on risque de croiser les Springboks en quart. Maintenant, j'aimerais parler d'un joueur qui n'est pas forcément encore très connu. Mesdames et messieurs, laissez-moi vous présenter Theo McFarland, deuxième ou troisième ligne des Samoa. Alors je vous avoue que moi non plus, je le connaissais pas il y a encore quelques semaines, mais je voyais son nom revenir souvent sur Twitter en le mentionnant comme l'un des meilleurs joueurs en ce moment au poste de deuxième, troisième ligne. Alors j'ai tapé son nom sur YouTube, et bah c'est un monstre tout simplement. Le gonze fait 2 mètres, cavale comme un ailier, le ballon par rapport à ses mains c'est une balle de tennis, alors il en fait ce qu'il veut, il te sort des all-floats de l'espace. Franchement, autant de talent et de potentiel physique en un seul homme, c'est un peu un coup à te dégoûter du rugby, parce que tu te dis que même avec toute la préparation, avec tous les efforts possibles, bah t'arriveras jamais à son niveau de facilité. Sans déconner, je pense même qu'il pourrait jouer à 7 tellement il est complet. Je compte beaucoup sur lui pour mettre la misère aux Anglais. J'aimerais vraiment que les Samoa sortent de leur poule et disputent un quart, ce serait énorme, et en plus, face aux Fidji, pourquoi pas, on essaie de rêver un peu. Bref, Theo McFarland, c'est une bombe à retardement. On continue avec un autre troisième ligne en la personne du Wallaby, Fraser McCreight. Alors là, on est sur un autre gabarit beaucoup plus trapu, il est reconnaissable à son casque, à ses cheveux fous et surtout à sa moustache de daron, c'est un vrai Australien. Bref, ce flanqueur hyperactif a tout pour plaire. Infatigable, technique et doté d'une explosivité rare, il joue presque comme un troisième 3/4 centre. Souvent en premier soutien, il parvient à débloquer des situations en proposant des solutions à ses partenaires et est particulièrement impliqué sur les phases offensives. Et quand je dis ça, par contre, attention, ça veut pas dire qu'il délaisse pour autant les autres tâches défensives que sont le plaquage et le jeu au sol. Fraser McCreight, j'ai choisi de vous en parler parce que je trouve que c'est un joueur qui a du style et dont la façon de jouer peut te faire aimer le rugby. Pour le 5e joueur maintenant, je me suis dit que j'allais parler d'un joueur du 15 de France, et là je me suis un peu creusé la tête parce que je me suis dit, mais il y a tellement de joueurs du 15 de France dont j'aimerais parler, entre Aldrit, Olivon, d'ailleurs allez voir ma vidéo sur Olivon, Penaud et surtout Dupont, et finalement, je me suis dit, faisons la part aux anciens, aux plus expérimentés, et choisissons Gaël Fickou. Pourquoi Fickou? Eh bien parce que comme je viens de le dire, c'est celui qui a le plus d'expérience dans le 15 de France, il a dépassé la barre des 80 sélections. Et surtout, là c'est assez dingue, il va disputer sa 3e Coupe du Monde
Monde à seulement 28 ans. Ces dernières saisons, il est devenu un véritable patron au sein du 15 de France. On sait déjà qu'il est le capitaine de la défense, c'est lui qui est en charge de réguler les montées défensives et c'est lui qui fait passer les consignes de Shawn Edwards. Sa science du placement, son sens du timing et sa justesse au plaquage en font un joueur très difficile à manœuvrer pour les attaques adverses. Mais Fickou, pour moi, c'est surtout un joueur qui brille par des petits gestes, par de petites actions anodines parce que c'est tellement bien réalisé et c'est tellement fluide qu'on les remarque pas. Mais je rappelle la phrase de Ian Foster, les choses les plus simples sont souvent les plus difficiles à faire parce qu'il est très simple de mal les faire. Et Fickou, c'est vraiment ça, c'est une course prise dans le bon angle et le bon timing, c'est une passe délivrée au bon endroit et au bon moment. Aujourd'hui, je pense que le Racing Man est arrivé au sommet de son art. Il n'a quasiment aucun point faible tout en étant un grand leader sur et en dehors du terrain. Cette édition 2023 est assurément sa Coupe du Monde. Après Fickou maintenant, je vous présente Jack Morgan, capitaine et 3e ligne du Pays de Galles. Au sein d'une sélection galloise plongée dans les ténèbres, Jack Morgan apparaît comme une lueur d'espoir. Trapu, rablé, puissant, le flanqueur du 15 du Poireau se démarque par son impressionnante pugnacité. Jamais le dernier au plaquage pour retourner de la barbaque, mais toujours le premier dans le combat au sol, c'est l'un des rares joueurs qui m'enthousiasme quand on parle du Pays de Galles. Bâti comme une boule de pétanque, il est constamment dans l'avancée, c'est un joueur dense, compact, ultra dur à l'impact, et en plus de ça, il se déplace constamment pour proposer des solutions à ses partenaires. Et espérons que dans son sillage, le Pays de Galles puisse enfin renaître de ses cendres. Pour la 7ème place maintenant, j'ai longtemps hésité avec Blair Kinghorn, donc l'arrière écossais qui va devoir faire oublier Stuart Hogg, mais finalement, j'ai retenu Ross Byrne, le second 10 des Irlandais. Pourquoi ? Eh bien parce que face à la fragilité certaine de Jonathan Sexton, Ross Byrne est celui qui va devoir assurer l'intérim en cas de pépin, et je suis pas vraiment certain que Sexton arrive à tenir plus de 2 matchs d'affilée sur ses 2 jambes. La poule de l'Irlande est la plus relevée, avec des chocs face aux Écossais, aux Sud-Africains, et même face aux Tonga, bref, il va y avoir de la casse. Auquel cas, Byrne aura à charge de reprendre à son compte le jeu irlandais, et ses performances seront scrutées, car on sait que le poste de 10 est le point faible de cette équipe, qui possède peu de profondeur de banc. Byrne sera-t-il à la hauteur lors de cette Coupe du Monde ? Pourra-t-il surgir de l'ombre du géant Sexton ? Réponse, d'ici quelques jours. Pour le 8e joueur à suivre, j'ai choisi un joueur qui a très peu d'extraits de match sur YouTube, c'est très compliqué de trouver des images de lui, mais c'est un joueur qui m'intrigue et que j'adore voir jouer. Il s'agit du talonneur fidjien, Sam Matavesi. Pourquoi il m'intrigue ? Eh bien parce que j'ai un peu du mal à comprendre comment il s'est retrouvé au talon. Il a longtemps joué flanqueur avant de passer talonneur lorsqu'il est monté en pro, mais en vrai, il joue presque comme un 3/4 centre, capable de manier le ballon avec facilité, de faire des pointes d'accélération et des crochets dignes d'un 3/4. Matavesi est donc l'archétype de l'avant fidjien, amoureux du jeu, qui peut enthousiasmer tout le monde sur une prise d'initiative surprenante. Pour l'avant-dernier joueur maintenant, je me suis dit qu'on pourrait parler du Tongien Pita Ahki. Grâce aux nouvelles règles de World Rugby, le centre toulousain peut enfin représenter sa sélection et porter le maillot des Ika Taï. Et sa présence dans la ligne polynésienne a permis de grandes avancées, notamment défensives. Ahki, c'est un rock, un sécateur, un véritable obstacle à contourner pour les attaquants. Ses plaquages saignants et incisifs découpent tout porteur de balle à sa portée, et il sait aussi guider ses partenaires pour assurer l'imperméabilité de sa ligne. Et en attaque, en plus de sa puissance, il joue très juste pour servir ses partenaires dans le bon tempo, tout en étant capable aussi de renverser ses adversaires en transperçant la défense. Dans la poule de la mort, les Tonga n'auront pas trop d'un acquis pour espérer décrocher un exploit, et j'attends beaucoup de lui dans cette Coupe du Monde. Enfin, en dernier lieu, je me suis fait plaisir, j'ai envie de vous présenter Rodrigo Fernandez, l'ouvreur du Chili. Oui, bon, j'avoue que sur ce coup-là, j'ai été converti par Squeeze Rugby. Principal artisan de la qualification historique des Condors pour la Coupe du Monde, la première que disputera le Chili dans son histoire, Rodrigo Fernandez est un joueur d'instinct qui se pose pas 10 000 questions avant de jouer les coups à fond. Son point fort, sa capacité à tout bonnement traverser le terrain pour marquer des essais de 100 mètres. Et son essai face aux USA fut même élu essai de l'année 2022. Dans une poule au niveau relativement homogène et abordable, je pense qu'ils peuvent tenir tête aux autres équipes, voire même pourquoi pas décrocher une première victoire face au Japon. Mais en tout cas, si vous avez l'occasion de tomber sur un match du Chili, scrutez attentivement leur numéro 10 car il peut créer de la magie à tout moment. Voilà, c'était selon moi les 10 joueurs à suivre lors de cette Coupe du Monde. Je précise évidemment que c'est une liste qui est très personnelle, très subjective et qui n'est pas du tout exhaustive. Il y a plein de joueurs dont j'aurais aimé parler, mais j'ai dû faire un choix. C'est pourquoi j'invite chacun à me donner en commentaire les joueurs qu'il a envie de suivre et qu'il faut suivre pour cette Coupe du Monde, histoire que chacun propose ses chouchous. Mon but était d'abord de vous faire découvrir ou redécouvrir certains joueurs. J'ai délibérément choisi des joueurs qui sont plutôt portés sur l'attaque, sur l'offensive et qui en fait font aimer le rugby.
Et donc, si la vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner, à laisser un pouce bleu, à m'écrire un petit commentaire. Et pour ceux qui ont les moyens et qui auraient envie de me laisser un pourboire, sachez qu'il y a mon lien PayPal en description, ou sinon il y a le bouton merci juste en dessous de la vidéo. Également, si ça vous intéresse, j'ai créé une ligue fantasy rugby sur le site officiel de la Coupe du Monde. Donc là, je vous mets toutes les infos si jamais vous voulez me rejoindre, et il y a aussi tout ça qui est indiqué en description. Bref, la Coupe du Monde est imminente, j'ai tellement hâte, je vous dis à la prochaine, bye l'Ovalie.